In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te.
Buonasera. Bonsoir et bienvenue à vous tous à cette rencontre dans laquelle on va parler des maîtres du monde, on pourrait même dire des nouveaux maîtres du monde. Nous avons 3 invités que vous connaissez sûrement. Ils ont tous une solide expérience, respectivement dans le monde du journalisme, de la politique et de l'économie. Je veux saluer Monica Maggioni, une journaliste et présentatrice Stefano Lucchini, directeur et responsable des relations internes de Banca Intesa San Paolo, de la banque, et Luciano Violante, président de l'association Futuri Probabili, Avenir Probable. Nous voulons commencer cette rencontre avec une partie du discours que le pape Léon nous a fait hier avec le grand auditorium. On part tout de suite avec cette partie. Libérons donc la vie commune du soupçon, la culture de la puissance, l'éducation de l'idéologie et le travail de l'idolâtrie, du profit, la technologie et la finance du business de la mort. À partir des organisations que nous avons créées et dans lesquelles nous agissons, démasquons les relations de pouvoir injustes qui sont à la racine de pauvreté, d'inégalité, de la guerre et des catastrophes environnementales. Désarmons le pouvoir technologique quand il se fait envahissant et destructeur. Commençons par notre propre changement de cap à rendre convaincante et crédible la conversion qui est demandée à tous. C'était sûrement un passage très grand parce qu'il nous demande une fonction de responsabilité personnelle, mais aussi de groupes politiques et de nombreuses parties sociales et des corps intermoyens. On veut entrer dans ce défi qui nous concerne du point de vue géopolitique. On assiste à des changements accélérés, très forts, envahissants, mais aussi très difficiles à comprendre. Et étant vu que la compréhension est la première question qui nous est demandée pour nous assumer une responsabilité politique et démocratique dans nos décisions, dans nos réflexions, nous voulons donc avoir cette occasion ce soir pour faire un pas de plus pour aller dedans ces nouvelles étoiles de pouvoir, mais aussi de conflits. Et c'est un travail vraiment compliqué, donc difficile, exigeant, et qui demande du dialogue et de l'approfondissement. Donnez-moi 2 paroles pour contextualiser ce défi dont on veut parler. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été atroce, les États se sont mis ensemble pour créer la liste des Nations Unies avec l'essai de contenir les conflits et trouver un dialogue possible entre les différentes nations. Le monde s'est divisé en 2 grands blocs. La guerre n'était plus là, mais elle était là, mais elle était froide. Avec la chute du rideau de fer, on est entré dans une phase de croissante mondialisation et un croissant multilatéralisme. Et on a passé des années où on pensait, oui, en gros, tout ça peut bien se passer, mais non, ça s'est passé le contraire. De multilatéral, on est passé à multipolaire. On a eu de nouveaux pays sur ce scénario. La Chine en premier, le Brésil, les Émirats arabes unis, mais plus tard, et d'autres puissances aussi. Je m'arrête parce que la liste serait vraiment très longue et complexe. Et ensuite, même la mondialisation s'est arrêtée.
Elle est devenue un conflit économique à niveau global, jusqu'à dire aussi une guerre économique qui a vu son début aux États-Unis, et il s'est aussi ajouté l'invasion de la Russie en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, et on se trouve donc dans une situation de conflit toujours plus puissant, dans lequel il s'est inséré aussi de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs numériques, technologiques, pardon, avec une puissance financière qui risque aussi de relativiser les souverainetés nationales. Ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Je voudrais commencer avec une première question à Luciano Violante. Mais pour introduire cette question, on regarde une brève vidéo avec le président Trump. Il y a une limite à votre pouvoir. Oui, il y a juste une chose, ma morale, mon esprit, c'est la seule chose qui peut m'arrêter. Je n'ai pas besoin de droit international. C'est une phrase impressionnante. Je n'ai pas besoin de droit international. Sûrement, Trump, dans sa manière de le faire, a dit une chose que beaucoup de personnes pensent et essaient de réaliser. Luciano Violante, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver, après de longues années de reconnaissance du droit international, à une telle sortie du président des États-Unis qui, à l'époque, était vraiment les co-auteurs du droit international? Alors pour commencer, le droit international nous distingue du droit privé pour cette raison. Le droit intérieur a la force de son côté. Donc si un citoyen viole le droit de son État, les autorités interviennent pour remettre en place les choses ou punir celui qui a violé le droit. Le droit international n'a personne pour punir celui qui enfreint les règles. Il se fonde sur le consensus des parties qui sont impliquées, des sujets nationaux qui sont d'accord sur des règles de fond. Et ce mécanisme du consensus a sauté. Des personnages autoritaires tels que Poutine, comme Erdogan ou Netanyahou, il y en a toujours eu. Mais avant, il y avait l'Occident, compris comme Union européenne, disons Europe, Union européenne, les États-Unis et des pays qui s'étaient associés comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon, qui étaient des pays fondamentalement libéraux-démocrates, qui servaient de contre-pouvoir par rapport aux dictateurs. Les dictateurs, c'était difficile pour eux parce que de l'autre côté du monde, il y avait la puissance économique la plus forte qui était les États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? La dernière relation sur les perspectives stratégiques des États-Unis, signée par Trump il y a quelques mois, parle d'hémisphère occidental qui ne comprend pas l'Europe. L'hémisphère occidental, pour lui, ce sont les Amériques, et puis il parle de l'Europe à part. Et il dit qu'il est opposé à l'Union européenne et qu'il souhaite n'avoir de relations qu'avec les relations saines de l'Union européenne. Parce que l'Europe est un rempart avec tous ses défauts. C'est le seul continent libéral-démocrate aujourd'hui au monde. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il faut conserver précieusement cette qualité. En même temps, nous sommes, en tant que continent libéral-démocrate et en tant qu'Europe, de l'autre côté, on veut briser cela et avoir des relations avec certaines nations et pas avec d'autres, celle qui est considérée comme nation saine. Et la presse a communiqué il y a quelques jours que l'administration américaine allait envoyer à tous les pays
un questionnaire pour savoir s'ils étaient fidèles à l'Union européenne ou à Trump, une personne, pas un État. Donc le problème délicat, c'est celui-là. Il n'y a plus de consensus. L'Europe est le seul obstacle à une domination de certains puissants qui ne sont pas des puissances démocrates. Ce ne sont pas des puissants démocrates. Alors, je crois qu'il est temps d'être d'abord conscient de cette qualité de l'Europe, s'efforcer de renforcer les valeurs démocratiques. L'année prochaine, on vote en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Pologne. En fonction du résultat de ces élections se jouera le futur de l'Europe, mais à ce niveau-là, l'avenir du monde entier, parce que le monde repose sur certains équilibres parce qu'il y a l'Union européenne. Si l'Europe prend une autre voie que celle de la démocratie libérale, il faut s'attendre à des problèmes dans le monde entier. Ce qui m'a étonné, et je vais terminer, c'est la suivante, c'est que Trump a bombardé l'Iran, qui n'a pas la bombe nucléaire, et il a serré la main au chef de la Corée du Nord en disant il a 57 bombes atomiques. Celui qui en a 57 bombes atomiques, il lui serre la main. À l'autre, il le bombarde. Donc je pense que ce sont des aspects sur lesquels il faut réfléchir. Quel rôle pouvons-nous avoir? S'informer, essayer de comprendre, entrer dans les faits. Ces occasions, elles sont utiles pour cela. Et puis ensuite, la réflexion continue. Mais il faut tenir compte de cette donnée. Pour l'instant, un mécanisme d'équilibre dans le monde tient debout parce qu'il y a l'Europe. Ce ne sera pas possible de reprendre rapidement les ficelles du droit international tel que nous le connaissons. Mais on peut actuellement être un obstacle face à la possibilité d'un multipolarisme entre les mains de sujets totalitaires. Parce que ce qui nous inquiète, c'est les vues de Trump et Poutine sur l'Union européenne. Leur point commun, c'est qu'ils veulent l'éliminer, pour des raisons différentes, mais ils veulent l'éliminer. Donc il faut se défendre aussi bien sur un front que sur l'autre, et cela, je pense qu'il faut que nous en soyons conscients. Monica Maggioni, avant, j'ai mentionné seulement le fait que l'Europe, pour partir de la réflexion de Luciano Violante, doit affronter aussi un autre défi en même temps, qui est celui des problèmes technologiques et économiques qui ont sûrement un pouvoir si fort que beaucoup de nations n'arrivent plus à les affronter d'un point de vue législatif ou politique. Quels sont ces pouvoirs et qui caractérise ces pouvoirs? Je pense une chose. C'est très beau de vous voir ici pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, ça fait du bien. C'est difficile de comprendre ce qui se passe maintenant. C'est l'une des phrases qu'on entend plus souvent, c'est « il y a un grand chaos, c'est tout instable, il n'y a pas de logique sur cela ». Et donc, qui peut dire ce qui va se passer? Non, ce n'est pas le cas. Les logiques sont là. Il y a des points à unir et la possibilité de tenter au moins d'être conscient de ce qui sont les logiques actuelles, de ce qu'on est en train de vivre, sont là. Donc, si on regarde par exemple à ce schéma des interconnexions, c'est un schéma que pouvait être la régie va le projeter. C'est un schéma qui allait bien jusqu'à il y a 2 ans. Ça semblait déjà très complexe, mais il disait les liens entre les États pour des raisons d'échange, de commerce, des bilans énergétiques, des questions financières, des questions de territoire, des questions historiques. C'était complexe, extrêmement complexe, mais cela semblait avoir une logique que d'une quelque manière tu pouvais rationaliser. Après, il s'est passé quelque chose. Et alors, on dit, oui, je peux bien le croire, il est arrivé à la Maison-Blanche un président disruptive, différent, donc qui sort de toute logique. Et donc, avec tous ces raisonnements, ça fait tout sauter.
C'est vrai et pas en même temps. Parce que si c'était toute la vérité, ça voulait dire que si en 2 ans, Trump théoriquement, il ne devrait pas être là, mais on verra, on parlera du niveau institutionnel des choses. Au jour d'aujourd'hui, Trump ne pourrait pas se représenter aux élections. Donc, fermer l'ère Trump, on va revenir au scénario dans lequel on vivait jusqu'il y a 2 ans. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. On ne retourne pas à l'arrière. On ne revient pas à l'arrière seulement parce que l'impact des décisions de ces années et de ces mois est très forte. Non, on ne peut pas aller à l'arrière parce que dans l'attente, il y a beaucoup de choses qui se passent. En février, par exemple, Trump déclare la guerre avec Netanyahou à l'Iran, convaincu de faire une guerre brève. Laissons de côté la guerre brève. Moi, en 2003, je suis parti pour l'Irak et pour une guerre très rapide, mais 6 ans après, il combat encore les effets d'une guerre éclair. Et cette guerre éclair n'est pas réussie parce qu'il y a d'autres facteurs qui gouvernent les dynamiques des conflits. Par exemple, l'un des facteurs, c'est le sens malentendu de la politique. Jusqu'à février, si je demandais combien êtes-vous conscient de l'étroit d'Ormuz, je ne sais pas combien de mains seront levées. Il y a aujourd'hui une conscience sur les étroits. Sur les étroits physiques, les passages physiques peuvent devenir des facteurs important pour ceux qui gagnent une guerre ou pas. Et encore, je voudrais vous faire penser à ce qui se passe entre Russes et Ukraine. Quand la guerre est commencée, il y avait une dominance russe des militaires puissante et bien plus puissante que l'Ukraine. Et personne pouvait parier sur l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a une guerre et l'Ukraine est bien plus forte que ça. Et les robots et les drones sont en train de combattre cette guerre. Il n'y a pas de soldats dans ce morceau de terre qui sont en train de combattre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est Trump qui peut nous raconter ça ou il y a quelque chose d'autre? Il y a un réseau qui est surtout tous les schémas de pouvoir dont on était habitué à parler, à considérer, et qui rend aussi la logique d'une personne comme Trump qui substitue sa logique à la puissance et qui est encore inférieure à un schéma plus complexe. Et ça meut avec la force de la technologie. La technologie ne doit pas être regardée comme un facteur externe. C'est une précondition de tout ce qu'on est en train de lire. La technologie est impliquée avec la guerre des limites parce que la question des matières premières est déprimante. Donc, beaucoup de guerres ont la question des matières premières et la question de la technologie. Donc, c'est une question de capital, de force et d'influence. Mais la question de la technologie est celle-là qui nous aide à comprendre le rapport entre Chine et États-Unis, qui est la vraie guerre cachée. Parce que la Chine, qui se présente comme référence de tout le Sud global, les États-Unis, de l'autre côté, qui essaient de reconquérir le rôle central par rapport à l'Occident. Et cela nous aide à comprendre la grande hostilité par rapport à l'Europe. Par exemple, Violante disait, Luciano disait, attention, il faut faire attention. L'Europe est le dernier baluard démocrate parce que il a à son intérieur la chose la pire pour les géants de la technologie, les taxes, les capitales qui sont enlevés aux investissements. Les autres sont les règles. Les règles qui sont quelque chose qui ont à l'esprit, même ceux qui, de manière vraiment lucide, est en train de nous aider à lire le défi qu'on est en train de voir et vivre. Et c'est la personne qui hier a eu le meeting a eu le privilège d'avoir ici. Il s'agit de Léon XIV.
Et alors, je veux m'arrêter ici parce qu'après, on va à la profondeur de ça, de la question de la technologie. Si aujourd'hui, on prétend de comprendre le monde avec les mêmes logiques avec lesquelles on essayait de le comprendre il y a 24 mois, on est hors route, on ne peut pas le faire comme ça parce que toute lecture va filtrer avec la forte puissance de la technologie. Tout même quand on parle de taxes, on parle des technologies, parce que les taxes aujourd'hui sont des lèvres très fortes que Trump est en train d'utiliser pour ceux qui s'aimaient au milieu des États-Unis dans la course de l'innovation technologique des États-Unis contre la Chine. Merci. Stefano Lucchini, les relations entre les États ont changé, mais il y a aussi de nombreuses relations entre les États qui ont changé. Il y a plusieurs années, ça allait de soi que chacun avait ses règles. La force économique d'un côté, la force politique de l'autre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, pour commencer, merci de cette opportunité. Je remercie ce beau public. Je remercie le meeting parce que c'est très émouvant et en plus, cette année est particulière. Nous l'avons vu avec le Saint-Père. Je vais partir de ce qui a été dit avant. Le maître du monde. Je ne voudrais pas être pessimiste. J'ai un peu d'optimisme, dans le sens qu'un peu d'espérance sur ce que nous devons faire, je l'ai. Ce qu'a dit Luciano Violante est tout à fait juste. Notre Europe est le dernier rempart de la démocratie. Je crois que par le passé, il y a eu quelqu'un, par le passé, quand on entend ce qu'a dit le Saint-Père hier, on peut reprendre quelque chose où nous, en tant qu'Europe, quelqu'un a dit il faut redécouvrir nos racines. Je ne sais plus qui c'était exactement, mais objectivement, si nous nous appuyons sur la papauté, cela pourrait nous aider. Aujourd'hui, qui sont les maîtres du monde? Nous en avons vu beaucoup dans l'histoire. Il suffirait de reparcourir l'histoire, les grandes puissances économiques, les multinationales. Aujourd'hui, on pourrait penser que ce sont elles, mais par le passé, il y avait les empereurs, les souverains. Il y a toujours eu quelque chose pour lequel il y avait des maîtres du monde. Je crois qu'aujourd'hui, on pense que le maître du monde pourrait être les algorithmes. En effet, la technologie joue un rôle important. Mais je voudrais en profiter pour rappeler quelque chose qui me permet de me rapprocher au titre de cet extraordinaire meeting. À savoir que les maîtres du monde, à un moment donné, ont pensé qu'ils pouvaient être les personnes qui pouvaient gérer et publier des livres. Il y avait quelqu'un à Mayence, c'était un orfèvre. Il sculptait des bijoux et à un moment donné, il décide de sculpter les caractères. Et c'est comme ça que naît la presse. Imaginez la révolution que cela a été. Il n'y avait plus quelqu'un qui te devait suggérer, te dire ce qui était écrit dans un livre, par exemple la Bible, mais chacun pouvait s'en emparer. Qu'est-ce que cela a apporté, cela? Et je vais parler de la technologie. Cela menait à un phénomène important, parce que la conscience de l'homme pouvait enfin, en quelque sorte, dans les maisons, on lisait la Bible, on lisait les classiques latins. Et tout cela a conduit à permettre à l'homme de se forger sa propre opinion. Donc le développement de la tête de l'homme, avec toute la vitesse du changement que cela a apporté, et c'est sûrement dû à l'invention de l'imprimerie. La première impression, c'est la Bible de Gutenberg, qui est célèbre par ce nom. À Venise, il y avait 200 imprimeurs. Venise, seule, qui était considérée comme un point de repère pour le monde. Donc, on n'a même pas l'idée de ce qu'était Dante avant ce moment-là. Les manuscrits circulaient très peu. Donc la phrase de Dante, cette phrase, celle du titre, a été
publié à la fin d'un livre en 1465, un livre imprimé dans un monastère, parce qu'on imprimait dans les monastères, dans le monastère de Sainte-Scolastique. Et on inscrit ces 2 lignes à la fin de ce manuscrit. C'est le titre du meeting. La première impression de Dante date de 1472. Donc c'est quelque chose de très important et je voudrais faire une comparaison avec l'intelligence artificielle et les technologies actuelles. Voilà la comparaison. L'impression nous a donné la possibilité, l'imprimerie nous a permis de lire Dante, de répandre cette pensée. Et hier soir, nous avons entendu une très belle leçon ici au meeting, d'un spécialiste de Dante qui nous a expliqué ce qu'il était réellement quand il a écrit la Divine Comédie et comment les recherches avancent. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons Dante, mais quel est l'avantage de pouvoir lire Dante, de pouvoir lire Shakespeare? C'est d'avoir des guerres, des schismes, des livres interdits, l'Inquisition à un moment donné. Donc, c'était un moment très particulier. Donc, c'est une sorte de compensation. D'un côté, un changement très rapide, et de l'autre côté, quelque chose de négatif. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ces nouveaux scénarios qui se préparent, nous avons d'un côté une recherche, et j'espère qu'on va arriver à trouver une formulation qui nous permettra de dire peut-être qu'un jour on pourra, grâce à l'intelligence artificielle, dominer le cancer. Mais nous avons aussi un thème très délicat qui est celui de notre vie privée. Le fait que probablement nous nous habituons trop à l'usage de quelque chose qui nous apporte des distorsions. Et ça, c'est certainement une grande question. Je m'arrête. Bene. Grazie. Allora, partiamo dalla... Partons de la considération de Stefano Lucchini que qui avait la possibilité d'imprimer avait un pouvoir à l'époque, un grand pouvoir. À savoir, quelqu'un a déjà essayé d'arrêter ce pouvoir. Partant de ça, Monica Maggioni a montré une carte du monde traditionnel configurée par des États traditionnels. C'est plus aujourd'hui une configuration avec laquelle on peut comprendre ce qu'on devrait comprendre. Comment désirais-tu la carte du monde? Dessiner, imaginer une carte de ce type aujourd'hui, c'est impossible pour ce que je disais auparavant parce que il faut l'imaginer avec la lumière de l'impact de ces nouveaux pouvoirs. Mais cela devient intéressant d'analyser en ce moment ce que c'est une guerre froide cachée, mais pas vraiment. Et c'est la course envers l'intelligence artificielle que les États-Unis et la Chine sont en train de faire. Parce que, en vrai, les nouveaux maîtres du monde, les technoligarches, oligarchiens, quand en janvier 2025, Trump a juré à Washington et autour de lui, il y a les grands de la technologie. Et autour de Trump, il y a une situation vraiment particulière. La plus grande agrégation des capitales privées, de capacités des gouvernements et de l'opinion publique et d'innovation technologique de l'histoire de l'humanité. C'est comme si l'orfèvre de Magonza, tous ensemble. Et il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Eux tous ont une chose dans l'esprit. Si on devait mettre une ligne 0, donc partir du début, la bataille aurait été gagnée par la Chine. Écoutez ça, non pas pour les nombres qui sont peut-être à faveur de la Chine, mais parce que la Chine a construit les conditions pour gagner la bataille dans un espace de temps limité. Je vous donne une donnée sur tous. En 2025, on a mesuré, vous savez que tous les ans, il y a des publications scientifiques sur tous les sujets. On a mesuré combien de publications scientifiques ont été faites sur l'intelligence artificielle.
Et en Chine, des publications scientifiques reconnues en 2024 ont été 24 000 et sont plus de la somme des publications faites et publiées donc aux États-Unis, en Angleterre et en Europe, qui étaient 19 000. Ça donne l'idée d'un investissement qui n'est pas un investissement ponctuel sur les excellences, mais c'est un projet d'État. Cela nous aidera à l'après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, je veux pas vous sembler une personne qui dit que les technologies et l'intelligence artificielle sont négatives. Non, je suis d'accord avec Stefano Lucchini et ce qu'il a dit, avec les énormes possibilités qui sont interconnectées avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un outil ou d'un changement ponctuel. On est en train de parler de quelque chose qui est inférieur et tient à l'essence de ce qu'on est et des relations qui se développent et dans laquelle même nous, on risque de vivre. C'est pour cela que quelqu'un dit on se trouvera face à une bataille existentielle. Donc, ceci devrait nous aider à lire ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il est vrai qu'il y a ce président éclectique qui est disruptive, qui nous surprend à tout moment, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer de manière précise. Les personnes qui étaient à côté de Trump au jour de l'inauguration sont les personnes qui le poussent maintenant très fort à cette compétition. Ils sont en train de dire que rien ne peut pas se mettre entre la compétition et le but final n'est pas prévaloir ou prévaloir. D'un côté, donc, le problème, c'est l'Europe avec ses règles. Mais il faut faire attention, ils étaient autour de Trump, mais par rapport à ce qui se passait à la première présidence de Trump, quand il avait une relation avec toutes ces personnes Trump, mais c'était une relation en tant que président envers certains groupes du pays. La relation d'aujourd'hui est totalement différente parce que ces personnes sont à l'intérieur du système de l'administration. Elles sont à l'intérieur de la Maison-Blanche. Peter Thiel, Patton Thiel, le capitalisme de la surveillance, de la vigilance. Un seigneur qui amène à Mar-a-Lago J.D. Vance, qui est présenté à Donald Trump et aujourd'hui elle est vice-président américain. Ils sont maintenant à l'intérieur de l'administration parce que David Sachs, qui a été le tsar de l'intelligence artificielle, était le copain de Peter Thiel. Parce qu'il y a une interconnexion entre ces groupes et tous les capitaux extraordinaires. Et ils savent qu'ils sont bien plus puissants que les États, comme tu le disais bien, Bernard, mais pas si puissants aujourd'hui pour être capable d'avoir la certitude de vaincre le défi avec notre puissance, la Chine, qui peut compter d'ailleurs sur une programmation, sur une planification, sur une modification de toutes les industries en les pliant envers son État. Et au milieu, il y a aussi un autre grain de sable qui est la démocratie, l'institution et les systèmes de démocratie. Le thème, c'est combien ces personnes qui savent d'être impliquées en cette bataille à la dernière goutte, sont capables de tolérer qu'au milieu de ça, il y a les règles de la démocratie. Et donc ça, c'est devient la grande question avec on doit faire face. Luciano Violante, ça c'est ta question, parce que le meeting, je pense que c'est le dernier thème de ces deux meetings, démocratie et technologie, qui ne sont pas amis comme il semblerait. Est-ce qu'on peut projeter la diapositive que j'ai préparée? La voilà. En attendant qu'elle arrive, voilà, regardez. La valeur des entreprises, des 5 plus grandes entreprises numériques, c'est ce que vous voyez à gauche. 26 000 milliards de dollars. Le total économique des 5 plus
pays les plus développés en Europe, c'est 18 milliards. Donc voilà pour comparer un peu ce dont on parle. Nvidia a une valeur égale au PIB de l'Allemagne et tous les autres, c'est supérieur. Voilà avec quoi nous nous confrontons pour bien comprendre. Lorsque le pape parle de désarmer l'intelligence artificielle dans l'encyclique, il l'a dit encore par la suite, y compris ici hier, à quoi est-ce qu'il se réfère? Nous avons tous des mémoires d'école. Nos professeurs nous ont dit que les Lumières en France, au XVIIIe siècle, expliquaient qu'il fallait une séparation des pouvoirs. Les pouvoirs de gouvernement, le pouvoir du Parlement et le pouvoir juridique devaient être séparés. Aujourd'hui, le pape pose une autre question de séparation du pouvoir, le pouvoir politique et le pouvoir numérique. Attention, si le pouvoir politique se mêle du pouvoir, s'allie au pouvoir numérique, parce que le pouvoir numérique, c'est tout de nous. Si l'un d'entre vous a ses montres connectées, je ne veux pas vous faire la propagande contre, mais je vous annonce que ces montres enregistrent les battements de votre cœur, votre tension, votre circulation sanguine. Et ces données, ce ne sont pas des données privées pour vous. Elles circulent. Elles circulent. Et ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Certains d'entre nous se sont demandé pourquoi est-ce que quand les Américains et les Israéliens, ils prennent précisément celui-là et pas un autre. Parce que nous avons cette spécificité. Les empreintes digitales peuvent s'effacer, le visage peut se changer avec le plastique, mais pas avec la chirurgie plastique, mais pas le battement cardiaque. Chacun d'entre nous a son propre battement cardiaque dans le monde entier. Alors, les drones qui arrivent à frapper une telle personne, ils ont en tête le battement cardiaque de cette personne-là. Et donc, c'est lui qu'ils frappent avec une humanité particulière, entre guillemets. Il arrive que l'armée israélienne puisse dire « On va te toucher, tu peux mourir tout seul ou avec ta famille ?» Alors, cette personne sort dans la rue et elle est tuée. Donc, il y a des interactions. Ça, c'est l'interaction entre le pouvoir militaire et le pouvoir numérique. Et ça n'est pas secondaire. Excusez-moi, je vais lire pour éviter des erreurs. Le 13 juin 2025, en Virginie, 4 ingénieurs et dirigeants des principales sociétés ont juré fidélité aux États-Unis. Ils ont été nommés colonels et ils doivent impliquer 120 heures par semaine au service de l'armée et pour le reste, ils travaillent dans leur entreprise. Donc ça veut dire que ce qu'ils élaborent dans l'entreprise, ils les apportent à l'armée et inversement. Il y a une intégration entre le pouvoir militaire et donc politique et le pouvoir numérique. Ça, c'est quelque chose de terrible. Excusez-moi si je le dis, mais si le pouvoir politique possède toutes les données de connaissance des citoyens, toutes, ils peuvent faire n'importe quelle action envers ces citoyens. Des formations. Comment la police anti-migrants américaine, l'ICE, pourquoi est-ce qu'elle frappe certains migrants et pas d'autres? Elle le frappe à travers Palantir. C'est la société la plus grande au monde. Elle est capable de dire où habite l'immigré, qu'il soit clandestin ou pas. Et il indique personnellement. Et l'ICE va le chercher. Cela, ça signifie l'intégration entre le pouvoir numérique et le pouvoir politique. Quand il y a eu la campagne électorale de Trump, j'ai suivi à la télévision un moment de cette campagne et Musk, à un moment donné, Elon Musk lui a demandé « Tu vas m'enlever les règles ?» Et Trump a répondu « Oui, bien sûr. » Parce que le problème du numérique, c'est de ne pas avoir de règles. C'est de ne pas avoir de règles. À tel point que
J.D. Vance, quand il est venu en Europe, a dit à l'Europe, si vous n'enlevez pas vos règles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous appliquerons des sanctions à votre égard. Parce que le numérique est dépourvu de règles est le lien avec le pouvoir politique. Alors je peux faire ce que je veux, je peux intercepter ce que je veux, n'importe quelle donnée. Voilà le problème. Si je peux utiliser un adjectif, je pourrais dire que c'est dramatique, parce que quand on parle de pouvoir politique, on ne parle pas d'un pouvoir politique qui s'appuie sur le numérique. On pense que ce sont des choses différentes, alors qu'en fait, elles deviennent la même chose. C'est particulièrement délicat parce que quiconque est capable, n'importe qui est capable de produire des drones avec l'intelligence artificielle. L'Ukraine, ça fait presque 5 ans, non? C'est bien ça? Un pays aussi puissant que la Russie, l'Ukraine l'affronte grâce à des drones. Un drone qui coûte 20 000 € peut abattre un avion qui en coûte des millions et des millions. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Que même des petits pays peuvent devenir des pays dominants parce qu'ils possèdent cet instrument. Alors, le problème de la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir numérique, c'est de mettre des règles correctes pour le numérique pour sauvegarder notre liberté. Et aujourd'hui, c'est une grande frontière de liberté. C'est une grande frontière de liberté. Être libre, on ne veut pas être contrôlé. Nous avons le droit de ne pas être contrôlés. La démocratie se fonde sur le fait que le citoyen contrôle le pouvoir, mais le pouvoir ne contrôle pas le citoyen. Ça, c'est la démocratie. Mais si on met le pouvoir numérique entre les mains du pouvoir politique, c'est clair que cela disparaît. Parce que nous savons, nous en saurons toujours moins du pouvoir politique, et le pouvoir politique toujours plus sur les citoyens. Donc il faut nous emparer du message du pape, pas comme un appel rhétorique, mais comme un engagement, une invitation à nous battre de façon équilibrée, parce qu'il faut un pouvoir qui sauvegarde le droit des citoyens. On parle du droit à l'opacité. Le pouvoir ne peut pas être opaque, mais le citoyen, par rapport au pouvoir, doit avoir une opacité, des garanties qui le préservent. Le pouvoir ne peut pas tout savoir de moi. Moi, je dois savoir tout du pouvoir. Mais à travers cette alliance entre pouvoir politique et pouvoir numérique, le politique sait tout de moi et moi, je ne sais rien de lui. Et cela, je crois que c'est une frontière que le pape nous a indiquée et qui est très importante. Se battre signifie que bien comprendre que les règles que l'Europe veut mettre ne sont pas des règles oppressives. Ce sont des règles de garantie de nous, citoyens. Garantie. Donc on a l'habitude de parler mal de l'Europe, de l'Italie, de nous, etc. Mais je crois qu'il faut nous enlever ce vice. Mais pour l'Union européenne, c'est elle qui garantit nos droits à tous. Les droits qui ne sont pas garantis dans aucun autre pays du monde à ce niveau. Dans aucun autre pays du monde. Donc il faut vraiment comprendre pleinement. Je vous raconte quelque chose. Un philosophe britannique a raconté une anecdote. Dans le mer, il y a un vieux poisson qui rencontre 2 jeunes poissons. Et le vieux poisson dit « Comment est l'eau aujourd'hui ?» Et les jeunes disent « Mais où est l'eau ?» Nous disons « D'où est l'intelligence artificielle ? Elle est là, autour de nous. On l'a partout. Et on l'utilise. Et elle nous sert, bien sûr, hein. Mais comme toutes les choses qui nous servent, elle peut aussi avoir de mauvaises conséquences. Donc la question de la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir numérique, c'est une des grandes questions de liberté de la modernité. Voilà ce que je pense. Dopo torniamo sui... Après, on revient sur vos 2 interventions. Stefano Lucchini, pour poursuivre notre dialogue sur le rapport entre économie, innovation et politique. Disons qu'à partir de après-guerre, l'économie a toujours été
toujours plus été un facteur international de paix. Un échange commercial, on se connaissait, on échangeait et cela calmait un certain conflit. On est arrivé jusqu'à la mondialisation. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ou on est arrivé dans le scénario contraire où l'économie est devenue toujours plus une source de contraposition? L'économie est source d'opposition, malheureusement, sur certains systèmes, parce on utilise des systèmes qui se réfèrent aux taxes, comme on le disait tout à l'heure, et surtout au manque de quelque chose qui est important. Ce que nous a dit Luciano Violante à l'instant, c'est un risque de manipulation de la démocratie. Un risque très fort parce que, de fait, si on a la possibilité de faire en sorte qu'une personne soit élue plutôt qu'une autre parce qu'on connaît nos habitudes, certainement, cela apporte des risques et qui sont aussi économiques. Et je voulais arriver à un point qui me semble se rapprocher de ce qu'a dit le Saint-Père. Une puissance, un pays, parlons de l'Europe. Un pays est libre s'il est indépendant sous deux aspects. D'un côté, la défense, et l'autre aspect, les sources énergiques. Et ça va être très important parce que les consommations d'énergie montent de plus en plus en flèche, et notamment avec la construction des data centers, avec tout ce que cela comporte. Mais je dis qu'au-dessus de tout cela, il y a quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est la question sociale. Par le passé, les grandes révolutions se sont produites parce que quelqu'un a oublié. Alors, ce que je veux dire, c'est que on doit retrouver des systèmes de solidarité et d'attention sur la question sociale qui nous garantissent aussi nos démocraties. Parce que, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, mais les personnes sont des personnes. Donc nous devons faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, ce sont les personnes qui nous sauveront par certains aspects. Je suis optimiste. Je pense que, en fin de compte, la cohésion sociale, la résilience sociale sont le futur des démocraties, l'avenir. Donc je dis que plus qu'on s'approche de nos principes, de nos identités, de ce qu'a dit hier le Saint-Père, nous devons peut-être, je vais dire une chose qui semble un peu ancienne, mais nous devons presque devenir plus papistes, je dirais. On a un point de repère, un point stable. Alors on a les règles, on a tout ce qu'il faut, mais on a peut-être besoin de cette confiance réciproque, cette cohésion réciproque qui sera certainement la clé pour préserver nos démocraties. Si nous y parvenons, ce sera certainement un thème social. Quand on parle de planification et de programmation, la programmation économique est essentielle, bien entendu. Il faut savoir avec précision ce dont nous aurons besoin dans 20 ou 30 ans. Mais ce qui est important, c'est que la programmation économique aille de pair avec la programmation sociale. On ne peut laisser personne sur le carreau. Il faut que la personne revienne au cœur de tout. La personne humaine doit être le point de repère de n'importe quel choix politique qui se fera dans les prochaines années. La personne humaine, c'est-à-dire sa dignité, et notre Constitution le garantit, elle est extraordinaire. Si nous parvenons à faire en sorte qu'entre nous continuons à avoir ces relations, des relations liées au thème de la confiance, c'est un peu une lumière qui combat les risques dont nous parlions avant. Partons maintenant de cette perspective pour un dernier tour. Il est clair que ce que le pape nous demande, c'est un engagement non seulement naïf, non seulement moral, et donc des connaissances
Je ne peux pas faire face à des choses inconnues, même des choix politiques dans un système démocrate qu'on doit faire. Elles doivent être basées sur des connaissances, sur des situations. Et alors, Luciano Violante, dans ce contexte dans lequel on se trouve maintenant, il est en train de se diffuser la narrative que la démocratie est un facteur de faiblesse. Ce sont encore bien plus forts les nations qui ont juste une personne en chef, sont plus capables de compéter. Comment, face à cela, on peut rendre encore plus présent combien la démocratie est un facteur de force? Sur ces questions, il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites. Mais ce que je voudrais, si tu me permets, c'est ce qui est, à mon avis, l'une des racines des difficultés des démocraties. Vous savez, Robespierre, revenons aux Lumières, a décidé à un moment donné de consacrer la cathédrale Notre-Dame à la déesse Raison. À la déesse Raison. Et puis, il a changé d'idée et il a pensé à l'être suprême. Qu'est-ce que cela signifie? Les Lumières, qui a été la séparation la plus forte entre État et Église, a éprouvé à un moment donné la nécessité d'avoir un fondement métaphysique. Alors je crois que l'une des difficultés, si eux-mêmes l'ont fait, nous qui sommes démocrates libéraux, à quel point nous en sommes, je crois, et je vous demande pardon si je le dis, que nous avons sombré dans le relativisme. Nous avons oublié l'importance. Vous le savez sans doute, je suis croyant, mais je ne suis pas religieux. Je n'ai pas de religion. Vous qui l'avez, pensé à la relation entre la démocratie et la religion. Non, qu'elles doivent cohabiter, mais il faut une valeur morale dans la démocratie. Elle ne tient pas seulement pour un ensemble de règles. Je disais avant que j'ai trouvé un discours de Solzhenitsyn de 1975 à Harvard. Solzhenitsyn disait « Vous, les Européens, vous avez sombré dans le juridicisme. Tout est droit. Et cela a de limites. Quelqu'un qui a un droit, on ne peut pas lui dire « Renonce un petit peu de ton droit pour un bien commun parce qu'il ne veut pas le faire. » Et deuxièmement, il n'y a pas que le droit qui régule le monde, il y a aussi la morale. Il disait ça en 75, pas aujourd'hui. Donc voilà ce que je pense. Il faut que nous reprenions en main, de façon sérieuse, cette relation entre démocratie et religion. Vous savez pourquoi? Parce que les autres le font. Je relis le type de prière qui a été cité autour de Trump en 2025 par des évangéliques dans le salon ovale. Et le discours qu'a fait le patriarche Kirill de Moscou face à Poutine. Vous allez voir comment ça se ressemble. La prière américaine dit « Avec gratitude et humilité, nous prions pour le président Trump. Tu l'as nommé et tu l'as oint à un moment comme le nôtre. Nous te demandons de le couvrir du sang de Jésus en lui donnant le pouvoir de développer un programme de rectitude, d'honnêteté, de justice et d'amour. Protège-le pendant qu'il dirige notre nation avec une barrière défensive de notre système de valeurs judéo-chrétien. Accomplis dans sa vie ton dessein. » Écoutez maintenant le patriarche Kirill sur Poutine. Poutine avait défini sacrée la guerre contre l'Ukraine. Et il avait soutenu que l'armée russe défend la patrie par ordre du Seigneur.
Le 19 janvier, le patriarche Kirill a dit « Nous avons eu la chance de vivre dans une époque où le chef d'État est lui aussi orthodoxe, un croyant sincère, un dirigeant orthodoxe, pas par son simple engagement, mais par ses convictions intimes. Vladimir Poutine ressent tout ça et il s'est manifesté un miracle voulu par Dieu à travers les prières des saints, des martyrs, des confesseurs. La grâce divine s'est manifestée dans notre pays. On voit des similitudes. Et j'ajoute que j'ai été dégoûtée l'autre jour lorsque j'ai vu à la télévision que des militaires israéliens envoyés à défendre les Palestiniens des colons priaient avec les colons. C'est-à-dire qu'ils priaient avec les agresseurs et non avec les agressés. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que potence, et le pouvoir et l'autorité utilisent la religion comme force morale, eux qui sont immoraux. D'accord? Mais nous, nous ne parlons pas de religion lorsque nous parlons de démocratie. Je sais qu'il faut de la laïcité. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais dans la religion, il y a des valeurs morales profondes qui sont celles qui manquent à la démocratie des règles. À côté de la démocratie, il faut un élan moral. La démocratie, l'amour dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? C'est le respect et l'écoute. L'amour, c'est cela. Lorsqu'il y a de l'amour et de l'écoute, lorsqu'il y a du respect, il y a de l'amour. Et c'est contraire, ça vaut aussi dans les vies privées, entre amis, entre compagnons. Il faut reprendre dans nos mains le fil de la religion et du lien entre la religion et la démocratie. Ça doit être un rapport limpide qui doit exister pour donner sa force à la démocratie et nous permettre de dépasser l'objection de Solzhenitsyn et de trouver la bonne manière de donner sa force à la démocratie. Ce n'est pas la force des règles, mais la force de la morale, de l'éthique, pour croire en quelque chose qui va au-delà et qui nous fait penser à ce qui arrivera demain, à construire l'avenir. Mais on construit l'avenir si on a une force morale en soi, sinon on ne le construit pas. On ne construit que le présent pour soi dans ce cas. On ne pense pas à l'avenir. Et je crois que ce qui arrive autour de nous, ce qu'a dit le pape, ce que représente cette salle immense, doit nous pousser à cela, à abandonner le relativisme. Ce n'est pas vrai que tout se vaut. Ce n'est pas vrai. Il faut distinguer. Pour distinguer, il faut des critères moraux. Et pour être d'un côté ou de l'autre, il faut des règles morales. Sinon, on se trompe. On s'associe à celui avec qui on a le plus intérêt de s'asseoir, pas avec ce qui est juste. Voilà, je crois que ça, c'est le problème, c'est notre problème aujourd'hui. Il faut beaucoup travailler dans cette direction. Cette réflexion de Luciano Violante a été aussi la première fois exprimée de manière articulée et bien évidemment à l'époque un peu surprenant avec le dialogue entre Habermas et Ratzinger. Ça a été exactement ça où Habermas a reconnu après beaucoup d'années que tu peux même ne pas avoir une foi religieuse, mais tu dois reconnaître qu'une religion authentique a une force aussi pour la démocratie. Monica Maggioni, revenons un moment sur le système des forces. Les pays démocrates, pour certains moments, sont moins forts en ce moment, et d'un point de vue technologique et d'un point de vue économique. Est-ce qu'ils ont une possibilité de se réaffirmer
peut-être pas pour leur intérêt d'avoir plus de force, mais pour l'intérêt de pouvoir affirmer au niveau global un espace de liberté de chacun. La réponse est oui, et c'est strictement connecté à la réflexion que Violante a fait. S'il y a une lecture, une clé de lecture d'aujourd'hui, c'est dans cette relation d'une partie cynique, d'un côté cynique, pardon, comme l'élève de pouvoir, donc l'adjectif authentique, Bernard, que tu introduisais en rappelant cette conversation qui est une source de la scène, qui est l'utilisation cynique de la religion comme lève civique du pouvoir et le besoin absolu de récupérer l'authenticité, donc la tension morale, parce que même... Et on revient au raisonnement qu'on faisait sur ces nouvelles figures qui tendent à avoir la domination de notre scénario contemporain. Parce que même à l'intérieur du monde de l'intelligence artificielle, la réflexion sur la morale et sur l'éthique est un débat très fort qui est même devenu un débat de type industriel entre les différents protagonistes, acteurs de l'intelligence artificielle. Vous aurez sûrement suivi le débat en printemps qui a eu avec Anthropique et les frères Amodei, et on dit attention, on est en train d'arriver à un point où l'humanité même sera mise en discussion et nous-mêmes, on devra peut-être récupérer une capacité à réglementer et d'auto-réglementer. Et c'est une grave erreur, seulement l'invocation des paroles, de la parole règle, peut-être aux États-Unis, mais à l'intérieur du monde de l'intelligence artificielle, durant ces heures, en ces jours, on réfléchit sur la phrase que j'ai dû m'écrire parce que c'est tellement ancienne, tellement de guerre froide de la première heure, quand on parlait de destruction réciproque assurée, qui est la base avec laquelle, dans une époque nucléaire, on a décidé qu'après Hiroshima et Nagasaki, l'humanité devait être protégée par le fait qu'on pouvait recréer un scénario de ce type. Et donc, on a commencé à construire des accords internationaux sur la déterrence sur cette phrase qui, pour moi, est difficile à rappeler. Destruction mutuelle assurée, parce que la négation même de l'existence est la négation même des États, de la vie de l'homme. Et pourtant, on est revenu à ce point-là. Donc, pourquoi il est important de comprendre qui sont les protagonistes dans le terrain, qui sont les États qui sont en train de bouger, donc quelles sont les dynamiques importantes et pourquoi le texte de Magnifica Humanitas est très important. Parce que ça, la première bataille, c'est le terrain de la conscience. Moi, j'ai eu un an. Pour ma chance, je suis revenu à faire le travail que j'aime le plus. Donc, j'étudie, je raconte, je fais des interviews aux personnes. Il s'est passé qu'il y a 2-3 mois, de faire une interview à une personne que j'ai suivie pendant 6 mois. Eyoshia Bengio, qui est considéré l'un des 3 pères de l'intelligence artificielle, parce que Joshua Frinton, Lacan et Eyoshia Bengio sont les 3 pères. Joshua Bengio, qui pouvait être l'un des millionnaires, qu'on avait vu dans la slide de Violante, a décidé de rester à l'université et enseigne au Canada, parce que c'est comme s'il s'était rendu compte immédiatement que tout ce qu'il était en train d'étudier était si dangereux, épouvant, potentiellement extraordinaire et de manière positive, mais en même temps avec des éléments de danger. Il pouvait vraiment s'enlever dans l'élément industriel, donc, et rester à l'université pour étudier et raisonner. Donc, cette interview avec Joshua Bengio a été pour moi l'une des interviews, et moi, dans cette année, je dis oui, je parle avec lui. Au milieu de milliers de passages où il disait fais attention à ce qui se passera dans les prochains mois, où il y a l'intelligence artificielle qui va fuir de son créateur. Donc, si tu lui donnes un devoir à l'intelligence artificielle, mais
étant convaincue de faire encore mieux de ce que tu lui as ordonné, elle sort toute seule pour aller dans le web et chercher des systèmes même différents. Il a dit ça au premier jour de mai. Le Street Journal, la semaine dernière, a intitulé dans la première page de son journal la semaine la plus épouvante de l'intelligence artificielle. Parce que bien après 2 mois, il s'est passé ce que Joshua Bengio m'avait dit. Il s'était passé quelque chose de similaire avec Alibaba. Et la même chose s'est passée 2 fois dans 2 grandes entreprises. Donc, si je peux, je voudrais vous faire entendre une phrase qu'il m'a laissée, parce que sinon, on voudrait parler de manière détaillée de l'intelligence artificielle. Moi, je suis ami, je travaille tous les jours avec l'intelligence artificielle, mais il faut être conscient. Et la conscience est le mot-clé. Et donc, au-delà de la peur, écoutez ce qu'il me dit de l'autre niveau de la peur, d'une peur potentielle qu'il m'a dit. Je veux vous faire écouter cette phrase. À mon avis, il existe un deuxième grand danger, peut-être moins extrême, mais plus probable. Je fais référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle de la partie des gouvernements pour dominer la société, vider la démocratie et rendre moins équilibrés les équilibres internationaux. Si un ou 2 pays seraient capables de dominer de manière militaire et influencer l'opinion publique des autres pays, pourrait contrôler le monde entier. Ce serait la fin de notre capacité d'avoir une voix dans le chapitre qui est le fondement de la démocratie. Imaginons qu'Hitler ou Staline avaient l'imposition et le pouvoir qu'aujourd'hui offre l'intelligence artificielle. Et imaginons ce qu'ils pourraient faire avec l'intelligence artificielle qu'on aura en 2-3 années pour projeter de nouvelles armes, monitorer tout individu. Tout cela est le premier point. L'intelligence confère du pouvoir. Aujourd'hui, on ne dispose pas des garanties sociales ni des garanties techniques suffisantes pour faire en sorte que ce pouvoir ne dédommage notre organisation et notre avenir. Ça, c'est vraiment une chose importante pour le vase de Pandore. Dans le vase de Pandore. Le vase de Pandore, il dit, est ouvert et ceux qui ont les informations ont le pouvoir, mais voilà, ça c'est bien donné, mais il y a plein d'informations et donc ce sont des informations pour avoir la domination du monde entier. Mais attention, la puissance qui arrivera à avoir le contrôle absolu pourra arriver à avoir le contrôle du monde et donc mettre en discussion tout ce qui est la base de notre coexistence. Il va même au-delà de ça, il va être encore plus catastrophiste dans le reste de l'interview, mais arrêtons-nous là pour raisonner ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Devons-nous seulement écouter ces choses et dire, voilà, on a terminé, game over, on n'a plus rien à faire? Non, le discours est le discours de la conscience. Ce n'est pas possible que j'entende des discours politiques qui, pour le 90%, sont occupés par des petits conflits qu'on peut résoudre et seulement le 10% qui est confié à ce type de raisonnement très important. Parce que c'est ça le défi. Et à nouveau, je voudrais dire... ce n'est pas une captatio benevolentia. Le Saint-Père n'a pas besoin de moi, mais il me semble incroyable que il doit y avoir le Saint-Père pour nous dire que ça, c'est la bataille. Mais non pas de l'avenir, mais d'aujourd'hui, parce que de l'humanité. Vous savez pourquoi je vous ai montré les interconnexions au début et je vous ai dit il y a 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, rien de ce qu'on est en train de dire maintenant était en train de se passer et on pouvait imaginer il y a 3 ans. Joshua Bengio, avec qui je parlais en mai, se vérifier en juillet. On n'a pas de temps. Et donc, on doit demander choix
réponse, conscience. Il y a encore un peu de chemin possible et je pense que c'est possible, même pour ceux que Stefano Lucchini disait au début, parce que tant de personnes qui se sont vues au meeting durant ces jours, il y a beaucoup d'envie, de morale, de choix, de capacité. Tout cela ne peut pas subir passivement tout ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, demandons plus de conscience, plus d'action et demandons une capacité de choix. Parce que à la fin de tout, au milieu de ça, il y a le choix. C'est le choix qu'aujourd'hui, c'est d'être humain. Donc oui, on peut faire quelque chose. Prima di fare Avant de faire la dernière question à Stefano Lucchini, je voulais juste dire, pour souligner que ce que Monica a dit n'est pas seulement intentionnel, mais c'est possible que dans les prochains jours, on va entendre un entrepreneur européen qui travaille dans le consortium dans les technologies les plus innovatives, qui dira que l'AIAT de l'Union européenne est un avantage compétitif et qui fait lire à ses employeurs que l'humanité, c'est un critère de choix et n'est pas contre les raisons économiques, mais en faveur d'une économie durable. On arrive à la dernière question, l'économie durable. On se trouve en Europe dans une situation pressée, une situation économique terrible, désastreuse. On doit entrer en compétition avec des économies qui sont dérégularisées, et qui mettent vraiment en danger notre économie durable. Et l'Europe, en même temps, c'est le seul qui a un système de welfare universel. Et cela demande une économie durable et compétitive. Réussissons-nous à l'être? Tout à fait. Ce que nous avons entendu, on parle objectivement d'avenir. L'avenir se construit toujours en l'imaginant un peu. Donc nous sommes, je pense, dans une situation dans laquelle notre Europe, à laquelle nous devons croire avec conviction, doit être toujours plus unie. Mais nous aussi, entre nous, devons être toujours plus unis. Les mots-clés doivent être la confiance, la conscience, bien sûr, qui est fondamentale, mais aussi la confiance. Le futur appartient à ceux qui le construisent, ceux qui savent écouter, qui savent inclure. Nous ne devons laisser personne sur le carreau. Et en particulier, un bel exemple, c'est celui que nous a donné le Saint-Père, bien entendu. Faisons en sorte que personne ne reste sur le carreau, que la dignité des personnes soit respectée, que chacun d'entre nous ait la possibilité de tirer derrière lui quelqu'un qui a plus de difficultés. Si nous parvenons à faire cela et non pas à faire dominer des sentiments extrémistes en Europe, alors probablement nous nous en sortirons. Et même sûrement, je suis très optimiste sur le fait que nous allons nous en sortir. Aussi parce que s'il y a cette conscience, cela doit nous aider à en sortir. Donc si nous considérons que l'humain, la personne, comme le disait maintenant Monica Maggioni, si nous faisons en sorte que la tête, l'humain, soit au cœur de tout, je pense que cela nous permettra de dire que nous sommes plus forts, en quelque sorte. Parce que sinon, dans le temps, ces distances, ces risques de laisser quelqu'un sur le carreau réapparaissent. Et on l'a vu ça dans l'histoire des évolutions. Robespierre, finalement, il a été éliminé lui-même. Donc nous avons vu, je pense même à Charlemagne, qui se met en travers avec le pape. Il arrive aux portes et l'abbaye de Farfa devient impériale parce que ça devait être un point de confrontation, enfin le lieu où il allait se faire couronner. Et puis finalement, on trouve un accord et à la fin, on règle le problème. Donc, je suis optimiste surtout parce que les maîtres du monde, je pense que ce sont les jeunes. Donc, je veux dire à tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui, pensez à votre avenir
Et nous devons être en mesure de vous donner la possibilité de penser à votre avenir. Parce que si les jeunes ont ces consciences, ils parviendront certainement à créer un monde meilleur. Et c'est tout ce que nous voulons tous. I miei ultimi 2 minuti. Mes 2 dernières minutes, je les laisse en conclusion à eux parce qu'ils nous ont donné des messages extraordinaires. Moi, j'ai encore 2 minutes, mais je les leur cède à Luciano et Monica parce que je dois dire qu'ils ont dit des choses intéressantes. A me sembra che sia Il me semble que au-delà de la mérite, on a parlé d'une chose très importante. Si on veut aimer, il faut connaître. On ne peut pas aimer nos enfants, nos neveux, si on ne s'engage pas à connaître les bases et les fondements de l'avenir qu'on est en train de construire aujourd'hui pour eux. Après, on les responsabilise, on les implique, parce que l'amour est une question des sentiments, mais aussi une question des consciences, comme on l'a entendu ce soir. Et donc, dans un certain sens, cette rencontre est l'expression de titre qu'on a voulu donner, mais je suis vraiment reconnaissant qu'on a pu entrer dans des défis énormes que, dans un certain point, nous dépassent de toutes parts, mais à avoir pris conscience que chacun d'entre nous, tous ensemble, peuvent être protagonistes de l'histoire si on ne s'abandonne pas à l'indifférence ou si on ne va pas jusqu'à la polarisation agressive qui pour beaucoup c'est la rue de fuite pour tout ça. Comme on l'a entendu ce soir, le pape Léon nous a dit que, et il nous est témoin que c'est une source de certitude et d'espoir. Merci à tous. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione.
È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.